À tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information concernant la construction d'un projet résidentiel dans le secteur de l'intersection des boulevards Louis XIV et du boulevard du Loiret. Et, avant de commencer avec le déroulement de l'activité puis la présentation du personnel de la ville qui nous accompagne ce soir, euh, je vais vous dire tout d'abord quelques informations. Je m'appelle Ernesto Salvador Cobos. Je suis conseiller en consultation publique au service d'interaction citoyenne de la Ville de Québec et c'est moi qui vous accompagne ce soir pour la tenue de cette séance d'information. Et je vous fais noter que cette séance est enregistrée à des fins pratiques pour la rédaction du compte-rendu ainsi que pour la publication du même enregistrement qui sera publié au courant de la semaine sur le site web, sur la page web du projet que vous connaissez bien, puisque vous l'avez visité pour vous inscrire à l'activité. Et je vous fais noter également que après cette activité, il y aura d'autres activités de participation publique qui vont suivre. On va vous donner les informations plus tard. Et, et puis la dernière chose, juste seulement avant de commencer avec les présentations, avec la présentation du projet, ainsi que sur les modifications élémentaires à venir. Et je vais vous expliquer comment va fonctionner pour la période d'échange, questions-réponses. Alors, pour l'instant, je vous demande de maintenir votre micro fermé ainsi que votre caméra. Et je vais commencer avec la présentation du personnel de la ville qui nous accompagne ce soir, ainsi que du promoteur du requérant. Je commence par Madame Marie-Pierre Boucher. Elle est conseillère municipale du district de Louis XIV, membre du comité exécutif, responsable des dossiers du logement et de la planification de l'aménagement du territoire. Bonsoir. Bonsoir, Madame Boucher. Je continue avec notre collègue Étienne Pelletier. Il est conseiller en développement économique au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et je vous présente également Monsieur Michel Hubert, conseiller en urbanisme à la division de la gestion du territoire. Bonsoir à vous. Merci d'être présent. Merci, Michel. Alors, du côté du requérant, je vous présente Madame Julie Dubé, architecte associée à la firme Circom Architecture. Bonjour à tous, enchantée. Merci beaucoup. Et également, je vous présente Monsieur Joël Thériault. Il est directeur de vente au groupe CSB. Bonjour, Monsieur Thériault. Et je vous fais noter qu'il y a d'autres personnels, d'autres collègues de la Ville de Québec qui nous accompagnent et qui sont là pour vous écouter et pour répondre à des questions. Si jamais les panélistes ne sont pas en possibilité de vous répondre, il y aura d'autres gens qui vont aussi le faire, qui peuvent également le faire. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Mme Marie-Pierre Boucher pour les mots de bienvenue et d'introduction à cette activité. Bonsoir à tous. Merci d'être présents. Là, je vois que les caméras sont fermées, mais au moins j'ai quelques collègues que je peux regarder. Là. J'ai vu des visages tout à l'heure. Donc, merci. Bonjour Monique. Je vois aussi certaines personnes du conseil de quartier des Jésuites. Ça fait plaisir de vous voir aujourd'hui ici. Vous savez, cette rencontre-là, c'est une rencontre qu'on dit en amont, hein, avant le processus de consultation comme tel. Aujourd'hui, c'est vraiment un objectif de venir présenter, informer, voir où qu'on en est rendu, là, que autant les promoteurs puissent présenter leurs projets, que avoir des réponses au niveau des employés de la ville. On sait des fois, il y a des questions au niveau du transport, au niveau ça veut dire quoi? Au niveau de la modification de ce qui s'en vient avec un projet comme celui-ci. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif de répondre à vos questions puis vous faire une présentation pour pouvoir, après, par la suite, arriver dans le processus de consultation en fonction de la loi de l'aménagement et de l'urbanisme. Donc, je me mets à ce moment-ci en période d'écoute. Je les laisse présenter et par la suite, je vais aussi écouter vos questions et vos en fait, la suite. Donc, je vous souhaite un bon début de soirée. Merci beaucoup, Madame Boucher. Effectivement, il s'agit aujourd'hui de nous avancer un petit peu puis vous présenter
et le projet qui est à l'étude, enfin pas à l'étude, mais le projet proposé. Et je vous fais noter qu'il s'agit d'une activité complémentaire selon la politique de participation publique, parce que effectivement, comme Mme Boucher a dit, il y aura une assemblée publique de consultation et une opportunité aussi de participer par écrit. Mais nous allons vous donner les informations un petit peu plus tard. Et, alors, concernant le déroulement de l'activité, nous allons commencer avec, je vais vous expliquer quelques bonnes pratiques, et surtout pour savoir comment nous allons procéder pour la période d'échange. Par la suite, nous allons avoir la présentation du contexte réglementaire. Tout de suite après, la présentation du projet résidentiel par le requérant. Et on va enchaîner avec la présentation des modifications réglementaires requises, ainsi que avec les étapes des consultations publiques à venir. Juste après la période de présentation, nous allons commencer avec la période d'échange. Tantôt, je vais vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner, quels sont les outils que nous allons utiliser. Et nous allons terminer juste après la période d'échange avec les mots de la fin. Et voilà. Alors, pour ce qui est de la façon dont nous allons fonctionner, j'imagine que à peu près tout le monde est familiarisé un petit peu avec la plateforme Zoom. Et en fait, il y aura deux façons de poser des questions, soit verbalement ou bien par écrit. J'aimerais bien privilégier l'utilisation du langage verbal. Et pour cela, je vous demande d'utiliser l'outil lever la main. Lever la main que vous trouvez en bas de votre écran. Et, ou bien allumer votre caméra et tout simplement signifier comme ça en avant votre écran votre souhait de participer. Et, alors, libre à vous, vous allez décider si vous voulez ouvrir ou non votre caméra. Mais je vous demande tout simplement de le signifier en levant votre main. Et nous allons également utiliser l'outil conversation, mais idéalement, j'aimerais bien privilégier plus le langage verbal, comme je vous avais dit. Si jamais il y a certaines personnes qui souhaitent plutôt s'exprimer par écrit, ça va être correct. Je vais essayer d'alterner entre les questions écrites et les questions verbales. Alors, voilà. Mais tout ça seulement durant la période d'échange. Alors, pour continuer avec l'ordre du jour, nous allons commencer avec la présentation sur les contextes réglementaires et l'introduction au projet par M. Étienne Pelletier. Et M. Pelletier, je vais partager mon écran et je vous demande de prendre le contrôle. Est-ce que quelqu'un peut confirmer qu'on voit bien la présentation? Oui, Merci on la voit beaucoup. bien. Est-ce que vous voyez ma main bouger? Oui. Super. Merci. Donc, je vais débuter la présentation sur le projet du domaine Prisque-Bourret. Le projet est situé sur 4 propriétés qui sont situées aux adresses civiques 1175 à 12033 boulevard Louis XIV. Donc, la présentation que je vais débuter, ça se divise en 6 points. Donc, il y aura la localisation et la mise en contexte que je vais faire. Madame Julie Dubé de Circom Architecture va vous présenter le projet. Ensuite, M. Michel Hubert va compléter avec le contexte réglementaire et les prochaines étapes. Et ensuite, comme l'a dit Ernesto tout à l'heure, il va y avoir questions et commentaires. Donc, le site est localisé dans l'encadré orange que vous voyez sur le plan à gauche. Il est accessible par le boulevard Louis XIV et presque à l'intersection du boulevard du Loiret. Il est devant un pôle commercial là, qui comprend notamment le Maxi, le Canac et plusieurs autres commerces. Vous le voyez également, sa localisation par rapport au parc de la Montagne des Roches et ainsi que les terres agricoles des Sœurs de la Charité qui sont dorénavant là, la propriété du gouvernement du Québec. Pour le site comme tel, donc on parle d'une superficie de 1,3 hectares. Ici à gauche, vous voyez la limite du site dans l'encadré orange qui est plus épais. Vous voyez les propriétés.
11,75, 11,91, 11,85 et le 11,97 au 12,03. Donc, c'est 3 logements, 3 adresses. Et vous voyez les limites en pointillés qui sont les limites approximatives des lots là, des 4 propriétés. À droite, vous voyez une photo vue du boulevard Loiret, excusez-moi, du boulevard Louis XIV. Donc, vous voyez la maison au 11,75, l'ancien, le restaurant qui est fermé depuis quelques années au 11,85 et le bâtiment à 3 étages à droite ici. Et en bas, vous voyez les photos des 2 maisons patrimoniales qu'on retrouve sur le site, le 11,75 qui sera conservé et le 11,91 qui va faire l'objet d'une démolition. Au cours des dernières semaines, là, je pense que ça fait 2 semaines ou 3 semaines, la Ville a annoncé un plan de mise en œuvre accéléré de sa vision de l'habitation. Qu'est-ce que ça a pour objectif principal? C'est de créer 80 000 unités de logement d'ici 2040. Donc, c'est un plan très ambitieux de construire au-dessus de 4 000 unités en moyenne par année. Et tout ça a pour objectif également de venir pallier au manque de logements qu'on retrouve sur notre territoire, ramener un taux d'inoccupation à un seuil d'équilibre qui est d'environ 3 Et actuellement, en bas à gauche, là, ce que vous voyez, c'est le taux d'inoccupation à Charlebourg qui est uniquement de 0,6 En 2021, le conseil d'arrondissement a établi ses grandes orientations pour le boulevard Louis XIV. Donc, via 3 amendements réglementaires, donc le RAVQ, 4VQ, 170, 171 et 189, qui visaient la modification du plan d'urbanisme, du règlement de zonage et du règlement sur les PIIA, ça veut dire plan d'implantation et d'intégration architecturale. La ville est venue modifier, l'arrondissement est venu modifier tous les zones qui étaient dans la partie en bleu que vous voyez. Donc, on parle à peu près de la 10e avenue Est jusqu'à la limite de Beauport, ou du moins les terres agricoles. Et tout ça là, regroupe les zones qui sont en bleu ici, là, dans le plan à droite. L'étoile, c'est le site qui nous concerne aujourd'hui. Plus particulièrement dans cet exercice-là du conseil d'arrondissement, il y a eu certaines modifications qui ont été faites à la zone 44019 MB, qui est la zone aujourd'hui du projet. Et dans cet exercice-là, en 2021, il y avait été ajouté du logement aux unités, aux étages 2, 3 et 4, donc des logements de plus de 4 unités. Il y avait une hauteur maximale qui avait été établie à 13 mètres et également un nombre d'étages à 4 maximum. Et ces modifications-là avaient fait l'objet de consultations publiques en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Également, chose importante, le projet qui vous est présenté aujourd'hui est passé devant la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, appelée communément la CUCQ. Donc, qu'est-ce que c'est la CUCQ? C'est un comité d'élus et de professionnels spécialisés en architecture, en urbanisme et en conservation du patrimoine. Leur mandat, c'est de contrôler l'implantation et l'architecture des projets dans les secteurs qui sont assujettis à la commission. Ce n'est pas tous les secteurs du territoire, mais certains secteurs, dont celui d'aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui, est assujetti ou soumis à la commission. Et la commission fait des recommandations en fonction de certains critères et des objectifs qui sont établis dans le règlement sur la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec, communément appelé RAVQ 1324. Donc, je vous laisse avec Madame Dubé de Circom Architecture vous présenter le projet. Salvador, je t'ai envoyé une demande. Oh, excusez. Est-ce que vous voyez ma main? Oui. Oui, parfait. Donc, on ne peut pas commencer la présentation du projet tant qu'on n'a pas parlé de la dite maison Joseph Prisque-Bourret. C'est une maison qui est vraiment intéressante. C'est une maison détachée de type néoclassique québécoise qui a été construite entre 1850 et 1900. Donc, ses particularités principales, c'est qu'elle a vraiment gardé ses caractéristiques originales, quand même dans un bon état, autant au niveau de sa structure, de sa toiture avec les lucarnes, les fenêtres à battants avec les carreaux. La maison
maison en tant que telle est de valeur patrimoniale supérieure pour ces raisons-là. Et à l'arrière du terrain, il y a une grange aussi. Les deux bâtiments, là, autant le bâtiment principal que le bâtiment secondaire, seront bien évidemment conservés et aussi restaurés à l'identique. Il y a eu une redivision. En fait, dans le projet, on a suggéré une redivision des lots. Puis, il y a une partie du terrain de cette maison-là qui a été conservée à l'usage privé des habitants là, du futur développement pour des aires de jeu, de détente, des jardins collectifs. Ce qui fait en sorte que ça a donné de l'espace à la maison là, pour qu'elle puisse avoir toute la place pour être bien mise en valeur. Elle a évidemment appartenu à Joseph Prisque-Bourret et à sa famille. C'est ce qui a donné le nom au projet Domaine Prisque-Bourret. Et elle conservera dans le futur projet une vocation de maison résidentielle unifamiliale également. Tu peux passer à la prochaine, Ernesto. Donc, je vous le montre, c'est pour ça que je voulais avoir le contrôle. C'est sûr que c'est difficile des fois pour certaines personnes de lire sur les plans, fait que je vais vous guider là, quand je vais vous parler. Le 1175, la maison Joseph Prisque-Bourret se situe ici. C'est tout le même plan, mais je vais vous expliquer comment on a fait pour concevoir le concept d'implantation des différents bâtiments, parce que quand on a un client qui vient nous voir puis qui veut faire une construction d'habitation sur un site aussi vaste, Étienne l'a mentionné tantôt, là, 1,3 hectares, c'est quand même quelque chose. Il y a une logique d'organisation des espaces, des bâtiments sur le site. Donc, c'est ce que je vais vous expliquer sommairement. La maison Joseph Prisque-Bourret, elle a une allée très droite à partir du boulevard Louis XIV qui vraiment là, la met en valeur. Puis au niveau de la dénivellation du terrain, elle est située un petit peu en hauteur par rapport au boulevard Louis XIV. Donc, c'est évidemment une caractéristique d'implantation fondamentale qu'on a voulu conserver. Puis, on a voulu aussi, si vous voulez ici, la réciprocité dans l'implantation, on a voulu refaire la même chose sur le côté droit du terrain de façon à ce qu'il y ait une cohérence d'ensemble là, au niveau de l'implantation des bâtiments. Évidemment, dans la partie gauche, ça nous demandait un bon respect. Là. Le promoteur, depuis les toutes premières esquisses, avait l'intention première de conserver, de restaurer et de mettre en valeur cette maison magnifique. Donc, au niveau des bâtiments qui sont situés ici, on a privilégié l'implantation de 2 rangées de maisons arrangées, justement, de faible gabarit, de façon à ce que ce soit harmonieux. Et dans la partie droite du site, on a un immeuble multifamilial qui s'implante en 2 corps de bâtiment, un premier de 3 étages et un de 4 étages. On va le voir tout à l'heure. Au centre du domaine là, du développement, on a proposé un axe central qui évoquait les anciennes lignes de l'eau patrimoniale, parce qu'on a fait quelques recherches historiques, évidemment. Puis, on va privilégier là l'aménagement d'un sentier piéton avec des arbres fruitiers. J'en viens au dernier plan en bas à droite ici, qui est le plus important, c'était la perméabilité sur le site, au-delà de l'organisation de l'ensemble des bâtiments. On ne voulait pas qu'il y ait de zones enclavées. On voulait que ça soit perméable sur le site, autant au niveau des vues, du visuel, que de la circulation des piétons sur le site. Donc, les flèches vous montrent là, qu'il y a vraiment des angles de vue et des chemins piétons qui ont été aménagés. Encore une fois, je vais vous le montrer plus en détail plus tard. Donc, le plan d'implantation en question, le lot qui est entouré d'une ligne pointillée bleue, c'est le lot de la maison patrimoniale Joseph Prisque-Bourret. Ça peut donner l'impression que la ligne de l'eau est très, très proche de la maison, mais la ligne de l'eau, c'est une ligne imaginaire. Ce que je veux vous mentionner, c'est que l'important, c'est de garder vraiment au niveau de la distance entre la construction des maisons de ville et la maison. Évidemment, le projet respecte toutes les exigences là, au niveau des marges de recul minimales. Donc, on a vraiment voulu laisser un dégagement important. Évidemment, on va le voir aussi un petit peu plus loin, mais il y a de la végétation mature sur tout le périmètre du site, là, mais principalement en arrière ici, puis le long de la ligne de l'eau arrière. Donc, tous les arbres matures vont être conservés. Au niveau des 2 lots qui sont à l'avant de la maison Joseph Prisque-Bourret, c'est les 2 maisons, les 2 lots
lot où est-ce qu'il va y avoir l'implantation de 16 maisons de ville en rangée de 2 étages. Et dans la portion droite, il y a un stationnement souterrain intérieur, donc on ne voit pas du tout, du tout. Là, c'est pâle un petit peu, là, mais on rentre sur le site ici, puis la rampe d'accès au stationnement est juste ici, ce qui fait qu'il y a très peu de circulation de véhicules sur le site. Et la portion centrale ici, on l'a proposée à 3 étages, comme le disait Étienne tout à l'heure. On a jusqu'à un maximum de 13 mètres et 4 étages sur le site. Donc, vous voyez déjà qu'on le respecte et on ne l'a pas respecté. On n'a pas monté les bâtiments jusqu'à 4 étages, 13 mètres partout parce que ça fonctionnait pas là, avec la préservation de la maison. Puis au niveau des gabarits non plus, il y avait une question d'échelle et de volumétrie. Donc, on a voulu vraiment y aller en gradation là, par rapport à des constructions de plus faible densité vers une construction d'un petit peu plus grande densité. Au niveau des cases de stationnement, la majorité sont intérieures. En fait, pour les maisons arrangées, tout se passe derrière les maisons. Donc, c'est des garages souterrains qui sont situés en dessous de chacune des maisons de ville. Puis, on y accède en rentrant là, de chaque côté ici, encore une fois, pour limiter la présence des voitures sur le site. Donc, on a un ratio de 2 cases par maison de ville et à l'extérieur, on a prévu des cases visiteurs, 8 cases visiteurs là, pour cette section-là du projet pour éviter de surcharger les quartiers résidentiels adjacents et les rues voisines. Au niveau de l'immeuble multifamilial, c'est à peu près 105 unités locatives et il y a 15 maisons de ville aussi qui ont été intégrées dans la partie centrale. Je vais vous les montrer tantôt. On a voulu vraiment faire une transition puis une cohérence au niveau de l'architecture des bâtiments sur l'ensemble du site. Il y a 140 environ cases de stationnement souterraines et 6 cases de stationnement visiteurs. Voilà, donc on peut passer à la suivante. On y reviendra si jamais il y a des questions tout à l'heure. Donc, ça, ce petit schéma illustre qu'est-ce que je vous ai mentionné tout à l'heure. Toutes les petites lignes bleues, on a pris la peine de vraiment faire un réseau de circulation piéton. Même ici, là, ça a l'air de s'interrompre, là, mais ça circule à travers le bâtiment, évidemment, qui connecte aux circulations publiques sur le boulevard Louis XIV, mais pour pouvoir nous permettre d'avoir vraiment une grande perméabilité sur le site. Les pointillés oranges, c'est la circulation des véhicules. Donc, à partir d'ici, on ne les voit plus. Ils disparaissent en souterrain. Même chose de ce côté-ci. Donc, on a vraiment une très faible empreinte de l'automobile. Même chose ici. Toute la partie arrière du site, là, parce qu'on a fait quelques esquisses, croyez-moi. Puis, on a vraiment voulu mettre l'emphase sur les piétons, sur la verdure. C'était très important. Même au niveau de la gestion des matières résiduelles, honnêtement, on a travaillé fort là, on a travaillé avec un concept de Moloch là, qu'on a un gros bac semi-enfoui, quelques gros bacs semi-enfouis, et on a pris la peine de concevoir une allée de collecte unidirectionnelle. Donc, le camion ne recule pas pour éviter les bruits dérangeants, puis éviter aussi d'aller se promener très loin, là. Donc, il y a eu une attention particulière là, pour ça sur le site. Donc, au niveau des étages, je vous présente 2 coupes schématiques. La première en haut, vous avez la rue Talmont à droite et le boulevard Louis XIV à gauche. Donc, on voit la dénivellation de terrain entre les deux. Et c'est très pâle, là. En tout cas, on voit la ligne qui est ici, la ligne grise, c'est la hauteur maximale autorisée. Donc, vous voyez que l'aile de bâtiment de l'immeuble multifamilial à 4 étages est ici et la portion avant de 3 étages. Ensuite, la coupe qui est en bas, on voit les maisons en rangée de plus faible gabarit. Comme je vous disais tout à l'heure, là, la maison Prisque-Bourret là, est un petit peu plus haut. Là. Donc là, c'est sûr, c'est difficile avec une coupe 2D, mais on va le voir tout à l'heure. Je vais vous présenter une vidéo, ça monte un petit peu. Et le projet multifamilial. Et je porte à votre attention aussi là, qu'évidemment, les grands arbres conifères, principalement matures, là, qui sont à la ligne de l'eau sur le périmètre de la ligne de l'eau arrière, dont on voit quelques photos ici, seront tous conservés et je dirais même préservés parce que les constructions, même les fondations, ne s'approchent pas très loin très proches de ces plantations, donc ils vont pouvoir être bien préservés.
Maintenant, en image, je vais vous présenter une vidéo qui, honnêtement, montre vraiment mieux les caractéristiques architecturales, mais j'en parle un petit peu ici pendant que j'ai les visuels pour vous parler des maisons arrangées. Donc, on voit vraiment l'axe là avec la maison Joseph Prisquebouret. Évidemment, on a pris la peine de mettre la nouvelle rue privée bien centrée sur la maison de façon à ce qu'elle soit très visible du boulevard Louis XIV, la mettre en valeur. Au niveau de l'architecture des maisons arrangées de chaque côté, évidemment, c'est une réinterprétation contemporaine, mais quand même assez sobre des composantes de la maison traditionnelle. Les toits sont en pente, les matériaux de maçonnerie principalement, mais avec des insertions de parements métalliques et un petit peu de bois au niveau des entrées, avec des petits murets écrans de façon à créer vraiment là, un aspect communautaire intéressant. C'est pour ça qu'on veut que les voitures disparaissent le plus rapidement possible sous la terre pour dégager des beaux endroits où il fait bon vivre. Donc, c'est pour les maisons orangées, c'est ce que je dirais maintenant. Et l'immeuble multifamilial pour la dernière page. Alors, vous voyez, il y a une déclinaison, comme je vous parlais, une gradation au niveau de l'architecture. On n'a pas voulu faire des bâtiments qui étaient tous identiques. Des fois, ça devient un petit peu triste. Puis, on avait plusieurs typologies d'habitation sur le site, donc on s'en est servi. Fait que les matériaux des maisons arrangées sont repris ici. Donc, la maçonnerie. Au niveau du dernier étage, on l'a mis en retrait au niveau du plan et aussi dans un parement métallique d'une couleur claire pour pouvoir ramener un peu plus le caractère à l'échelle humaine puis éviter d'avoir un effet massif. Ça crée aussi des environnements qui sont intéressants avec des terrasses en toiture. Là, on ne le voit pas, mais on va le voir un petit peu tantôt. Il n'y a pas de balcon là, en projection. On a travaillé plutôt en loggia vers l'intérieur pour que ça crée des ambiances un petit peu plus intimes. Puis encore une fois, même si la rue ici va avoir un petit peu plus de circulation, ben, l'idée, c'est vraiment d'axer sur la végétation, les espaces verts, puis l'aspect communautaire. La dernière à droite, c'est au niveau de la maison Prisquebouret, donc le dégagement là autour, puis sa relation avec les nouvelles constructions, qu'on va mieux sentir aussi dans la vidéo. Donc, Ernesto, je te demanderai de partager la vidéo maintenant. Je vais Parfait. peut-être faire un petit peu de narration, là, mais je vais essayer de me... Donc, déjà, vous voyez que derrière chacune des maisons arrangées, je ne sais pas si j'ai encore tu peux le lancer, je vais parler. Derrière ici, de chaque côté, il y a vraiment des grandes, grandes terrasses pour chacune des maisons arrangées sous laquelle viennent circuler les voitures là, pour aller se garer. Donc ici, vous voyez justement une des voitures qui rentre rapidement pour disparaître dans les stationnements souterrains, les toits en pente, chacune des entrées évidemment bien personnalisées. Une architecture qui n'est pas, encore une fois, répétitive, là. On n'est pas dans le copier-coller, une maison après l'autre, tout pareil. On a voulu que ce soit un petit peu plus vivant, tout en restant sobre. Une bonne présence de verdure aussi sur la nouvelle rue privée, c'est important. Là, on sent un petit peu plus au niveau de la dénivellation de terrain autour de la maison avec les grands arbres. On emprunte un petit peu les parcours des sentiers piétons dont je vous parlais tout à l'heure. À gauche, on ne le voit pas beaucoup et longtemps, mais vous avez justement toutes les aires de détente, de jeu en palier pour les enfants avec les jardins communautaires. Puis ça, ben, ça fait partie des grands axes au niveau des percées visuelles. Si vous avez le sentier sinueux d'arbres fruitiers avec les terrasses privatives, des maisons arrangées d'un côté et les terrasses de l'immeuble résidentiel multifamilial à droite. Et de ce côté-ci, la façade du côté droit du développement, si on veut. Puis aussi avec des façades toujours très articulées, jamais de grands pans de mur là, à l'infini. Et là, on se promène sur le boulevard Louis XIV en tant que passager d'une voiture, par exemple. On est un petit peu plus haut, mettons qu'on est un oiseau. Voilà, ça clôt ma partie de la présentation. Merci beaucoup, Madame Dubé. Je vais revenir à la présentation pour permettre à Monsieur Hubert de continuer. Oui, merci Ernesto. Je vais te demander aussi le contrôle, si tu veux me le donner pour
Bien sûr, c'est fait. Voilà, c'est. Ouais. Bon. Voyez ma main? Oui. Bon, tu peux passer à la suivante, Ernesto. Donc, pour réaliser ce beau projet dont vous venez de voir, nécessairement, ça prend quelques modifications réglementaires parce que la zone 44019 MB dans laquelle se situe actuellement le projet n'a pas tous les paramètres normatifs pour pouvoir le réaliser. Comme vous avez vu tantôt, d'une part, comme le projet est comme divisé en deux, on a cru bon de créer deux zones distinctes avec un cadre normatif pour chacune d'elles. Vous allez voir tantôt qu'il y a des usages publics ou commerciaux. Comme le projet, c'est strictement résidentiel, ben, on retire ces usages-là qui ne sont pas nécessaires. Vous allez voir tantôt qu'il y a une particularité au niveau des logements. M. Petit l'a mentionné tantôt, là, les 4 logements et plus, c'était seulement à partir du deuxième étage. Là, comme c'était seulement un bâtiment résidentiel, ben, on permet le logement au rez-de-chaussée dans les modifications. Puis il y a une norme de stationnement en façade aussi qui est révisée et retirée. Ernesto. Donc, la zone actuelle, 44019, c'est la tache grise que vous voyez à votre gauche. Les deux lots qui sont à votre gauche, les lots, ben, où ce qui est ma main, c'est le lot de la maison Prisque-Bourret, Joseph Prisque-Bourret. Vous avez en arrière ici la 1191, vous avez l'ancien restaurant, l'Arvela du boulevard qui était ici et le petit 3 logements qui est là. Les deux nouvelles zones qui sont créées à partir de cette zone-là, c'est la 44093 pour le lot de Prisque-Bourret et l'autre partie que Mme Dubé vous a montré tantôt, c'est la 44094 et le résiduel qui est ici à votre droite à l'intersection du boulevard du Loiret, bien, conserve l'ensemble des normes et tout ce qui reste au niveau de la zone 44019, donc c'est le résiduel, 44019 MB. Ernesto. Oui, donc, si vous pouvez dresser la liste des usages qui sont autorisés actuellement dans la 44019, vous avez à droite, dans le rectangle pointillé jaune, l'ensemble des lots qui sont concernés. Dans cette grande zone-là, qui est en bleu, comme j'ai mentionné tantôt, les logements sont autorisés, 4 unités et plus à partir du deuxième étage, mais il y a également aussi d'autres usages, notamment le groupe C1, service administratif, qui regroupe l'ensemble des usages de bureaux, des établissements de bureaux administratifs. Vous avez le groupe C2, vente au détail et services aussi. Vente au détail, ben, c'est comme les pharmacies, comme les magasins aussi, les boutiques, et les services, comme les services coiffeurs et d'autres services du même type. Vous avez également dans cette zone-là actuellement C20 qui est restaurant. Et vous avez aussi d'autres usages. Ernesto, vous avez aussi le groupe P3, le groupe public P3, qui est établissement d'éducation et de formation, qui regroupe l'ensemble des écoles, tout type d'écoles, également les garderies et les CPE. Vous avez également le groupe P5, qui est établissement de santé sans hébergement. Donc, l'ensemble des CLSC, cliniques médicales, les dentistes et les psychologues, les HOG de ce monde, là, les IST et les HOG, se regroupent dans ce groupe d'usage-là, P5. Et la zone aussi autorise des usages particuliers. Comme vous avez vu tantôt, il y avait C20 restaurants qui étaient autorisés. Il aurait pu y avoir un bar associé à restaurant en usage associé. Également, en usage spécifique, un atelier d'artistes. Et ce qui est exclu du groupe P3, c'est les écoles primaires et secondaires. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans les écoles apparentées à des bureaux, comme les écoles de langue seconde, les écoles informatiques, l'école de conduite, tout ce qui est autre que école primaire ou secondaire fait partie du groupe P3 qui est autorisé. La hauteur minimum à 5,5 mètres, maximum 13 mètres. Mme Dubé l'a mentionné tantôt que les bâtiments respectaient cette hauteur-là, c'est la hauteur maximale. Les normes d'implantation au niveau des marges, la marge avant en bordure de Louis XIV, c'est 7 mètres à respecter. La marge latérale, donc de chaque côté, c'est 2 mètres. La marge arrière, qui conduit vers les cours arrière des immeubles sur l'avenue de Talmont, c'est 10 mètres. Mais vous avez aussi, dans ces marges-là, latérales et arrière, il y a une note spécifique qui existe à la grille qui dit que dans le cas de situation spécifique, cette marge-là est augmentée de 3 mètres. Vous ne l'avez pas vu des petits chiffres qu'il y avait sur le plan de Mme Dubé tantôt, mais l'immeuble qui est à droite, l'immeuble multifamilial, ben, il n'est pas à 10 mètres de la ligne arrière de l'eau, mais bien à 13 mètres parce qu'il est concerné par une des situations qui fait en sorte que cette marge-là est augmentée de 3 mètres.
Indice d'occupation au sol minimal, c'est la proportion que le périmètre d'un bâtiment doit prendre minimalement sur l'ensemble de la superficie du terrain, équivaut à 15 dans la zone. La largeur minimale du bâtiment doit au moins avoir 50 de la largeur du lot. Et il y a une insertion de 3 mètres à la marge avant. Comme vous avez vu tantôt, la marge avant est à 7 mètres, ce qui veut dire que le bâtiment doit se situer minimalement à 7 mètres, mais au maximum à 3 mètres plus loin, donc entre 7 et 10. C'est ce que prescrit la zone actuelle. Au niveau du stationnement, le ratio minimal, c'est 1,2 cases par logement. L'aire de stationnement, comme je mentionnais tantôt, est interdite dans la zone. Dans la grille, il y a comme une petite note qui dit que l'aire de stationnement est interdite en façade d'un bâtiment principal du côté de Louis XIV. Et pour pouvoir réaliser le projet, ça nécessite quelques modifications, dont les principales sont celles-ci. Les normes actuelles, comme vous avez vu tantôt, l'ensemble des groupes H1, C1, C2, C20, P3, P5 et R1. R1, c'est parc, jardin communautaire ou parc de voisinage. Donc, les seuls groupes qui sont conservés dans les nouvelles zones que je mentionnais tantôt, 93 et 94, c'est seulement H1 et R1. Les autres groupes sont retirés dans la proposition de modification. Au niveau de H1, groupe logement, les types de bâtiments actuels, c'est seulement en isolé qu'il peut en avoir, avec 4 logements minimum. Dans la zone 93, il peut y avoir isolé, mais également en rangée. Vous avez vu tantôt 2 grandes rangées à votre gauche qui est devant la maison Joseph Presque-Bourret. Le nombre minimal était de 4, il est diminué à 1. Vous avez vu, c'est des maisons en rangée, un logement, avec un maximum de 9. Parce que vous avez vu, d'un côté, il y en a 9, de l'autre côté, il y en a 7. Et dans la zone 94, le type de bâtiment, c'est tous les types, donc que ce soit isolé, jumelé ou en rangée. Et au même titre que la zone actuelle, qui est de 4 logements, dans ce cas-ci, on ne prévoit aucun minimum, mais dans la zone 44019, il n'y a pas de maximum, c'est conservé dans la nouvelle zone 094. Et l'aire de stationnement interdit en façade du côté de boulevard Louis XIV, on retire cette norme-là puisque le projet prévoit déjà, comme vous avez pu voir sur les plans et sur la vidéo que Mme Dubé vous a montré, qu'il n'y a pas de stationnement en façade. Cette norme-là devient non nécessaire en vertu des projets qui sont présentés et, pour le souligner aussi, qui ont été longuement discutés auprès de la commission et la commission a accepté ce projet-là. Donc, il n'y a pas de stationnement qui est autorisé en façade de ces bâtiments-là. Pour les prochaines étapes, jusqu'à à la fin du processus, monsieur Cobos Ernesto l'a mentionné tantôt, l'a mentionné, c'est que le 13 novembre prochain, il y aura la demande d'opinion au conseil de quartier des Jésuites et l'Assemblée de consultation au niveau de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mme Boucher l'a mentionné tantôt. Ce soir, on vient voir en amont des étapes qui sont légales, prévues par la fois par la Charte de la Ville et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, les prochaines étapes, c'est celle-ci. Et M. Ernesto l'a mentionné tantôt aussi. J'avais une autre occasion de poser des questions et mettre des commentaires lors de la consultation écrite qui va commencer à partir du lendemain du conseil de quartier jusqu'au 20 novembre. Et il y aura par la suite au conseil d'arrondissement l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement avec ou sans modification, dépendamment de comment ça va se passer au niveau des prochaines étapes, ce qui se ferait au conseil d'arrondissement du 28 novembre. Il y aura par la suite, comme la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le prévoit, dépôt de requête, une période de 7 jours où les gens qui veulent s'opposer à un des objets qui est modifié présenter cette requête-là entre le 30 novembre et le 7 décembre. S'il n'y en a pas ou un nombre insuffisant ou des demandes non valides, dans ce cas-ci, il y aura l'adoption finale du règlement le 11 décembre et on peut penser que le règlement pourrait entrer en vigueur dans les 7 à 10 jours suivant le conseil d'arrondissement. Donc, le règlement pourrait entrer en vigueur avant la fin de l'année. Les faits saillants du projet, comme vous avez vu tantôt, dans les modifications que j'ai présentées, le projet est conforme tant qu'en matière de gabarit, donc notamment les hauteurs, les densités aussi, comme vous avez pu voir, ça respecte ça. Il n'y a rien qui est touché à ce niveau-là. Il y a juste du côté de Maison Presque-Bourret qu'on a mis un maximum justement parce qu'il y avait des maisons de ville, des maisons de ville qui sont là, donc on est allé se coller sur la proposition. Il y a l'ajout de logements et des bâtiments en cohérence avec le milieu existant, conformément à la vision de l'habitation de la ville. M. Pelletier l'a mentionné au début de la présentation.
Ce projet-là a fait beaucoup l'objet d'analyse par un comité d'experts, comme vous avez vu tantôt, en patrimoine, mise en valeur du milieu, notamment auprès de la commission d'urbanisme. Et comme vous avez pu voir, ce qui a été présenté, c'est un projet qui est tout de même innovant, parce que les stationnements sont intérieurs. Il y a un pavé alvéolé. Vous avez vu les quelques cases qui sont à l'extérieur, bien, ils vont se retrouver sur du pavé alvéolé. Et la conservation, la rénovation, la mise en valeur de la maison Joseph Prisque-Bourret, qui va faire partie intégrante du projet, mais dans ce cas-ci, ça va être un logement pour quelqu'un qui va aller habiter là. La typologie est diversifiée des logements, puis la modulation des gabarits, vous avez vu, il y a en palier vers l'arrière, puis aussi, il y a des retraits à même les bâtiments. Je laisse la parole à M. Ernesto. Merci beaucoup, M. Hubert. Si vous me permettez, je vais arrêter le partage de mon écran, puis je suis avec vous pour passer à la période d'échange. Merci beaucoup à vous trois pour les informations. Nous allons passer à la période d'échange et pour les participants, pour les citoyens. Madame Gagnon, merci beaucoup. Alors, voilà, merci. Et je vais vous céder la parole. Je vous demande, et vous avez le choix d'ouvrir votre caméra. En fait, votre micro, c'est obligatoire pour pouvoir vous exprimer. Mais la caméra, ça va être à votre choix. Rappelez-vous que la séance est enregistrée et, et voilà, vous allez apparaître sur cet enregistrement. Alors, on va voir, et je vous demande de mentionner votre nom et le nom de votre rue pour vous identifier, pour savoir à quel titre participez-vous à cette séance d'information. Et on va avoir des participations de 2 à 3 minutes. Et au besoin, on va faire un deuxième ou un troisième tour de parole. Et question de permettre à tout le monde de s'exprimer. Et ce soir, c'est une séance d'information, bien entendu. Vous allez avoir d'autres possibilités de participer, mais aujourd'hui, j'aimerais bien que vous partez avec toutes les réponses à vos questions. Alors, et voilà, je vais céder. Madame Gagnon, la parole est à vous. Je vous demande d'ouvrir votre micro. Je vois qu'il y a une personne qui a aussi écrit. Je vais regarder ça. Madame Gagnon. Bien, c'est ça. Moi, je m'appelle Monique Gagnon. Je reste sur la rue Talmont. Je suis vis-à-vis la partie du gros bloc, la partie du gros bloc à 4 étages. Ben, c'est sûr que je tombe de ma chaise un peu, là, parce que j'espérais quand même que ce soit pas aussi haut. La partie intéressante du projet, c'est sûr que du côté de la maison patrimoniale, je peux comprendre aussi. C'est certain que c'est déjà beau de la restaurer puis de la mettre en valeur. Ça, je trouve ça drôlement intéressant. Mais le côté à droite, si on est sur le boulevard Louis XIV, ça va être massif en pas à peu près. Et nous, ben, qui sommes sur la rue Talmont, c'est certain qu'on perd notre vue parce que moi, ça a l'air de rien, mais j'ai une vue sur le Vieux-Québec, ben, le Vieux-Québec, l'édifice Price, là. Ça fait que ça, on oublie ça. Et c'est très massif, là. Tu sais, j'avoue que c'est un peu épeurant. Ça fait que pour l'instant, je m'arrêterai là, mais j'espère juste que je vais quand même passer une bonne nuit. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Est-ce qu'il y a des commentaires pour Madame Gagnon concernant les commentaires exprimés? Sinon, il y a des questions du côté de en fait, l'outil conversation. Il y a Madame Gauthier qui demande la nouvelle banque Desjardins sera-t-elle dans la zone des maisons? Il y a quelqu'un Comme je qui l'ai veut répondre? répondu là, par écrit, la zone de la Caisse populaire demeure la même. Là, c'est 44019 MB, là, si je me trompe pas. Mais c'est juste qu'on a réduit la zone, mais on fait le tour du projet. Puis ce qui est en dehors du projet reste dans sa zone qui est là, la zone actuelle. Donc, pas de changement pour ces propriétés-là. Merci beaucoup, M. Pelletier. Il y a aussi un commentaire à la polyvalente de Charlebourg. Ce sera la suite, j'imagine. Je n'ai pas compris cette question-là, malheureusement. Madame Gauthier, pouvez-vous nous clarifier un petit peu votre question par écrit? Mentionner la suite dans le processus. Fait que c'est la polyvalente de Charlebourg qui est le 13 novembre. L'arpidrome. Si vous posez la question concernant l'Assemblée publique des consultations et la demande d'opinion, non, ça va être à l'Arpidrome de Charlebourg. C'est la salle RC36, Paul-André Duquet, où nous allons tenir l'Assemblée publique des consultations. 13 novembre à 19h dans les cadres du Conseil de l'Assemblée publique
du conseil de quartier des Jésuites. OK, 13 novembre. Parfait, je ne vois plus de questions par écrit. Madame Gauthier, est-ce que c'est correct? Oui, allez-y. On vous entend pas? Voilà. Ah, c'est fermé à nouveau. Le son. OK. Là, ça fonctionne bien. Ça fonctionne. On vous Oui. écoute. Donc, nous, pareil comme la dame qui a parlé tout à l'heure, on habite au 85-98, donc derrière le gros immeuble de 4 étages. On se demandait quand ça a été décidé, Comme vous voyez en arrière, c'est portion solarium de haut en bas. Donc, l'intimité disparaît automatiquement. On va avoir des gens, d'ailleurs, la ligne mène sur la chambre de mes enfants et notre chambre à coucher, qui est vraiment pas intéressant. qu'il y a une verrière aussi. Euh, je ne sais pas quoi dire, mais je me pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé pour nous? Parce que là, on va vivre ça, il va y avoir la construction, je travaille sur des corps de travail qui peuvent être jour, soir, nuit. Tu sais, en ayant la construction, on a combien de temps aussi pour la construction? J'ai plusieurs questions, là. Moi aussi, je tombe des nues, puis tout nous arrive dessus en même temps, là. La piscine creusée, on a toutes des piscines creusées ici sur la rue Talmont. L'immeuble de 4 étages, ça n'a pas de bon sens. C'est 10 mètres de notre piscine creusée, là. C'est la même chose pour le voisin à côté, puis l'autre voisin. C'est comme l'autre madame, là, on tombe en bas de notre chaise, là. Parce que nous, ce qui était intéressant, c'est ça, c'est qu'on avait solarium à grandeur. Là, le solarium à grandeur, aussi bien mettre un mur de briques. C'est vrai que le son a coupé. On n'a pas d'intimité du tout, là. Parfait, je comprends. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à Je les inquiétudes? je vais me permettre, Ernesto, quelques commentaires, quelques réponses pour éclaircir un peu. Alors, d'abord, j'ai pris en note là, les heures de construction. Mais nous, on respecte les heures de construction de la ville. Là. Il n'y aura pas de construction là de soir ou les fins de semaine. Ça, c'est important de savoir ça. Le projet a été conçu avec le zonage en place. Il a été mis en place, ça fait déjà un certain temps par la ville. On n'a pas demandé, nous, à augmenter la hauteur ou à monter ça. Monsieur Thériault, votre micro est fermé. On a perdu un petit bout là, à la fin de vos commentaires. S'il vous Est-ce que plaît. vous avez entendu à partir des heures de construction? Oui, puis on ne vous entend pas très bien. Je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais je vous entends un petit peu loin. OK, désolé. On va essayer de se rapprocher et parler plus fort. Alors, Merci. les heures de construction, ça va être sûr que la ville nous oblige. Il n'y aura pas de construction là les soirs et les fins de semaine. Le projet est supposé commencer par la haute densité, c'est-à-dire l'immeuble à logement, et ensuite les maisons en rangée. Ensuite, nous, on a travaillé avec le zonage qui est en place. On n'a pas demandé à augmenter la densité. On a travaillé avec le zonage que la ville a mis en place déjà. Ça fait un certain temps avec les dernières consultations qu'il y a eu. Ils vous ont expliqué ce qu'ils ont fait dans cette analyse de quartier-là. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais on a travaillé avec le zonage en place. Il y a un bon dénivelé, il y a des arbres qui couvrent bien. On a montré les arbres qui sont derrière le projet, ils sont conservés, ils vont probablement même en ajouter. C'est sûr qu'un immeuble qui s'installe derrière chez nous, c'est étonnant, mais le zonage est en place et on le respecte intégralement. Le beau gros pommier, j'ai l'impression qu'il va partir. Il y a un super beau gros pommier à côté de la maison qui est un peu à l'abandon. Si c'est dans le centre du projet, les lieux vont partir, les arbres au centre, mais tout ce qui est en bordure du terrain, incluant les arbres autour de la maison patrimoniale, sont conservés. Nous, c'est pas la maison patrimoniale, c'est l'autre maison, la Maison Blanche. Je comprends pas qu'ils ne gardent pas cette maison-là. Bon, on a fait faire tous les rapports d'études par des spécialistes qui ont été analysés par ceux de la ville et l'état de la maison est déplorable et même rendu un danger. Elle n'a plus de valeur du tout patrimoniale. Le coût de construction, ça coûterait pas moins cher d'en faire une pareille que d'essayer de la conserver. Fait qu'on a décidé d'investir davantage dans celle qui a une qualité supérieure, qui est celle du 1175, d'investir dans cette maison-là pour la conserver, pour la pérennité. Mais l'autre, malheureusement, les poutrelles et tout ça, ça tombe en morceaux. On dirait que ça a été fait pour que ça reste en ruine parce que
Les fenêtres sont restées ouvertes toute l'été avec la pluie. La porte était ouverte, le garage est encore ouvert. Même aujourd'hui, avec la neige, le garage est ouvert. Je suis C'est comme obligé d'aller si... là presque toutes les semaines squatter. Il y a des squatteurs dans la voiture. Vous avez vu le Ouais. casse-croûte? On s'est fait casser des fenêtres Ouais. très régulièrement. La police est intervenue. Il y a eu des enjeux tout le temps. J'ai beau aller barricader ça. J'y retourne la semaine suivante. Ils ont défoncé les portes. Fait que, malheureusement. Merci, merci, M. Taylor. Juste, Mme J'aimerais Gagnon. revenir sur certains éléments qui ont été mentionnés. D'une part, oui, c'est vrai que, comme vous avez pu voir dans la présentation au niveau du zonage, les normes d'implantation et la hauteur ne sont pas modifiées. C'est ce qui existe déjà actuellement. Et 10 mètres, comme je vous ai mentionné tantôt, la situation de l'immeuble qui s'était construit derrière vos résidences, ben il s'est augmenté de 3, donc à 13. Au-delà de ça, actuellement, le projet, il aurait pu se construire s'il avait proposé des commerces au rez-de-chaussée, les logements aux étages, avec la hauteur de 13 mètres. Il avait seulement demandé une demande de permis, puis il n'y avait pas de modification réglementaire. Ça aurait été déjà autorisé. La seule distinction qu'ils font, c'est qu'ils veulent du logement au rez-de-chaussée. Ils n'ont plus besoin des commerces et tout. Et après analyse de tout ça, on calcule quand même qu'il y a moins de contraintes d'avoir un immeuble résidentiel derrière que si c'était un immeuble avec des commerces, des bureaux où il y aurait une zone de livraison, une zone de débarcadère, un stationnement, des camions qui reculent, des lampadaires pour éclairer le stationnement, le déneigement dans la nuit à toute heure. On pense que comme il n'y aura pas autre chose qu'un sentier piétonnier, c'est beaucoup moins quand même d'impact, puis qui pourrait avoir la même hauteur. Ça serait des immeubles à bureaux avec des grandes vitrines de bureaux éclairées jour et nuit. Fait on trouve que le projet qui est présenté là, c'est le projet de moins d'impact qui aurait pu arriver derrière, qui aurait été tout à fait conforme. C'était comme ça qu'il faut le voir aussi, là. Merci beaucoup, M. Hubert. Et Mme Gagnon, la parole est à vous. Puis après, si vous me permettez, j'aimerais bien répondre à une question par écrit. Ouais, mais j'aimerais quand même préciser que c'était déjà construit, là, ce qui était en bas de chez nous, là. Tu sais, si je parle de mon deuxième voisin puis moi, là, c'était déjà construit. Puis le petit bloc appartement de 3 étages, là, c'est en parfait état, ça. C'est en parfait état. Puis c'est un petit bloc qui était très bien entretenu. Ça fait que, tu sais, je veux dire, moi, je sais bien que de l'autre côté, j'avais des terrains vacants, ce que je me doutais qu'à un moment donné, sur la rue Talmont comme telle, là, je me doutais qu'à un moment donné, il y aurait de la construction, puis bon, ben, c'était des jumelés, ça s'harmonise bien au décor, ça fait que c'est quand même bien. Mais en bas, est-ce que je devais m'attendre à ce qu'il y ait un bloc de 100 logements? Non, parce qu'il y avait déjà un petit bloc de 3 logements, puis la maison, ça c'était, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est la maison du cultivateur qui a tout vendu ses terres, sillon par sillon, comme dirait la chanson, là. Ça fait que ça, c'est de valeur que ça n'a pas été conservé, puis que bon, c'est sûr que si ça fait 2 ans que c'est pas habité, ou je ne sais pas exactement, ben c'est certain que c'est une belle place pour les squatteurs, là, tu sais. Mais normalement, je ne sais pas depuis quand que c'est vendu, mais ça fait au moins plus qu'1 an, puis peut-être ça, proche de 2. Ça fait que c'est sûr que bon, une maison non habitée, ça attire ça. Mais je vous dirais que le petit bloc là, qui est juste derrière moi, là, ben, en tout cas dans ma cour arrière, c'est un bloc de 3 logements qui est en très bon état. Puis je veux dire, c'était des voisins, tu sais, je veux dire, avec des petites familles, je faisais des feux, tu sais, c'était habité, là. Ça fait que c'était pas dans les, comment dire, les éventualités pour les propriétaires d'en haut de penser que ça serait détruit pour faire du 100 logements, là, de faire un 3 logements pour en faire un 100 logements. Donc, je fais remarquer à notre monsieur qui a parlé des règlements, je veux croire qu'on ne dépasse pas le 10 mètres, puis qu'on ne dépasse pas, mais on passe quand même de 3 logements à 100 logements. C'est pas tout à fait la même densité. Je suis pour la densification, mais quand on parle de densification douce, c'est pas tout à fait doux, là, tu sais, passer de 3 à 100, là, oui, il y a de l'espace un peu, c'est sûr, mais l'espace préservé est plus à droite du côté de la vieille maison. C'est correct, ça, je trouve ça joli, ce qui est fait de ce côté-là, mais du côté de plus loin sur Talmont, là, ça va être la masse de ciment qu'on va avoir en avant de chez, en tout cas, dans notre cour arrière, là, c'est sûr que c'est un peu, mais je voulais surtout insister sur le fait que c'était construit.
Puis, c'était un beau petit bloc appartement qui est encore debout. Ben là, je pense qu'il est vide, fait que j'imagine que les squatteurs vont aller se... Mais c'était très bien entretenu, puis c'était très propre, puis ça va être démoli pour faire 100 logements et quelque chose comme ça là, dans le coin. Fait que le 3 ou 4 étages, c'était construit. Tu sais, comme quand c'est un terrain vacant, c'est différent, mais ça l'était construit. Fait qu'on peut pas dire qu'on s'attend à ça dans ce temps-là, là, tu sais. Puis moi, ben, j'avais toujours espoir que la maison patrimoniale préserve le secteur un peu. Oui, la roulotte du boulevard était à vendre depuis longtemps, mais le fait que la maison patrimoniale était là, puis le précédent propriétaire avait investi beaucoup, fait que je me disais sûrement quand même dans un état correct, là, tu sais. Fait que, en tout cas, c'est pour vous dire que pour les propriétaires de la rue Talmont, là, on n'est pas tout à fait... je peux dire qu'on est inquiet. C'est noté, Madame Gagnon. Et avant de, Monsieur Pelletier, voulez-vous réagir aux Oui, commentaires? est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai eu des problèmes de son, là, j'ai perdu le son. Mais j'ai peut-être raté un petit bout des commentaires le temps que je réajuste mes appareils. Mais on comprend là, les préoccupations de Mme Gagnon et de M. Daigle et Mme Gauthier. Faut dire que le milieu urbain est en effervescence actuellement. On manque de terrain. La reconversion de terrain à Québec, c'est depuis, je vous dirais, 10 ans, ça s'est accéléré beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on manque d'espace. Les espaces doivent se recréer à même les espaces déjà construits. Et puis, quand on vient pour planifier de la densification, comme ça a été fait en 2021 par le conseil d'arrondissement, on cible toujours les espaces ou les corridors, les boulevards qui ont une plus grande importance ou une plus grande capacité au niveau de la desserte, notamment au niveau de la circulation routière et également au niveau du RTC, là, ceux qui sont les mieux desservis. Donc, à Charlebourg, on n'a pas beaucoup d'espace comme ça, hein. Euh, on a 2 ou 3 artères qui permettent de faire du développement un petit peu plus haute densité. On veut les rapprocher des commerces également, donc on veut que les gens circulent à pied lorsque c'est possible pour faire leur commission. Donc, puis là, moi, j'étais pas là en 2021, mais l'élément de planification qu'ils ont fait au niveau des gabarits, là, elle se justifie en fonction de ça. Donc, c'est ce que je voulais ajouter aux informations qui ont été données antérieurement. Merci beaucoup, Monsieur Pelletier. Juste, si vous me permettez, je vais donner une réponse à Monsieur Dumont qui demande sur les promoteurs, ben, les noms du promoteur. Et ce soir, il y a Monsieur Joël Thériault qui nous accompagne du groupe CSB, ainsi que Madame Julie Dubé, architecte associée de la firme Circom Architecture. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Commentaires? Je ne vois pas de main levée. Je ne vois pas non plus de commentaires par écrit. Monsieur Hubert, je ne vois pas. Vous levez la main, Monsieur Hubert? Non. Oui, Madame Gagnon, allez-y. Les fantômes du jardin de l'hôtel de ville qui se manifestent. C'est ça, c'est bien. Oui, Madame Gagnon, on vous écoute. Fait que le 13 novembre, on se présente à l'Arpidrome, puis la consultation, j'imagine qu'on va représenter ce qu'on voit ici aujourd'hui. On va demander les commentaires. Ça va se passer comment exactement? Effectivement, si vous me permettez, effectivement, le 13 novembre, c'est l'Assemblée publique des consultations. Vous allez avoir sensiblement les mêmes informations. C'est juste on va surtout nous centrer sur les modifications réglementaires à venir, puisque la consultation LAU s'adresse aux modifications réglementaires. Et nous allons aussi on va demander l'opinion du conseil d'administration du conseil des quartiers. Les administrateurs seront sur place. Ce soir, il y a certains administrateurs qui nous accompagnent, qui ont déjà pris note aussi de vos commentaires, qui prennent les informations à l'avance, qui se préparent à donner son opinion. Est-ce qu'ils vont donner leur opinion le 13 novembre lors de l'Assemblée publique? Oui, effectivement, tout de suite après l'Assemblée publique des consultations. Et par la suite, vous allez avoir une semaine additionnelle pour envoyer des commentaires par écrit. Et c'est seulement à la fin de toute la période de participation publique que le conseil d'arrondissement aura les informations et prendra une décision par la suite. Comme changer le gabarit pour le bloc de 4 étages, là, c'est-tu envisageable, ça? C'est-tu quelque chose qui est dans le domaine du possible ou de le baisser à 3 étages? Dans la mesure où on a une demande de permis qui est conforme à 4 étages, on ne peut pas l'empêcher. La jurisprudence nous empêche de retenir un projet qui est conforme.
l'uniformisation avec comment est-ce qu'on appelait ça là, dans le temps que j'étais là, l'harmonisation avec le quartier environnant. Moi, quand je me suis construit ici, il y a des choses qui n'ont même pas passé dans mon plan parce que ça ne s'harmonisait pas avec le milieu. Je vous dirais, Mme Gagnon, la hauteur de 13 mètres, elle s'est faite en 2021, comme M. Pelletier l'a mentionné tantôt, avec un bâtiment qui s'est construit un petit peu plus à l'ouest, là, qui avait été présenté à cette époque-là. Fait que le 13 mètres, c'est harmonisé. Parler d'harmonisation, c'est harmonisé. Ailleurs, un peu plus loin, vers l'est, vous avez vu les immeubles qui se sont construits. On parlait de densification. Le boulevard Louis XIV a été voué à une densification. Ce n'est pas un espace ou une densification douce dans la mesure où c'est quand même un grand artère passante et tout. Je vous dirais que si le projet est conforme à la réglementation actuelle, sans modification, on est obligé de le donner. Fait qu'il reste à 4 étages, à 10 mètres ou 13 mètres, dépendamment. Mais la Ville est obligée, en vertu de la loi et en vertu de la jurisprudence, de donner le permis. Sous commentaires de l'ensemble des commentaires de la commission qui pourrait avoir un droit de regard sur l'implantation de gabarit, l'architecture et autres. Bien, au niveau du gabarit de l'architecture, au niveau d'implantation et du gabarit, si c'est conforme, le permis doit être émis. Il y aurait juste la bonne volonté du promoteur qui pourrait faire changer ça. Et le promoteur va vous parler de rentabilité, vous comprenez? Merci, M. Hubert. Il y a une question. Madame Gagnon, c'est correct? Oui. Oui. Oui, M. Dumont, la parole est à vous. Merci Ernesto. Oui, c'est plus un commentaire, puis sûrement que Marie-Pierre me voit venir vu qu'elle assiste à pratiquement toutes les rencontres de conseil des quartiers, mais c'est un commentaire portant sur la sécurité routière. Donc, on va densifier de potentiellement minimum 150 voitures et 150 personnes dans un coin qui est très passant. Donc, ça va être très important de revisiter toutes les traverses pour avoir accès à ces commerces-là parce qu'on ne se le cachera pas, c'est très dangereux de traverser Louis XIV à cet endroit-là. Et les feux de piétons sont souvent longs à venir. D'autant plus aussi de revoir là, tout l'aspect de sécurité routière sur le boulevard Loiret où ça roule extrêmement vite. Là. Puis l'accès au parc de la montagne de la Roche. Donc, je pense que ça va être à revoir là, dans les plans d'urbanisme, l'accès au commerce, puis le partage de la route avec les nombreux piétons là, qui découleront de ce projet-là. Merci beaucoup, M. Dumont. Est-ce qu'il y a des commentaires par rapport aux observations de M. Dumont du côté de la ville? Peut-être qu'on peut dire que c'est sûr que la circulation est toujours une de nos préoccupations. On a le service des transports qui coordonne toutes les analyses nécessaires pour faire un projet sécuritaire. Notamment, je sais qu'on a ajusté l'accès véhiculaire avec l'accès du centre commercial en face, notamment de la partie un petit peu plus dense pour s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit dans dans la circulation ou des gens qui sortent et qui rentrent puis que les entrées sont pas aux mêmes places. Mais en tout cas, pour le moment, le STMI nous accompagne là, s'il y avait des choses particulières là-dedans. Merci beaucoup, Peut-être pour ce qui est du boulevard Loiret, en face de la montagne des Roches, il y a un travail pour sécuriser la traverse pour se rendre à la montagne des Roches qui va se faire prochainement. Merci beaucoup pour les informations, Mme Boucher. Alors, je ne vois pas de main levée ni de commentaires par écrit. S'il n'y a plus de questions, Mme Boucher. Oui, Mme Gagnon, on vous écoute. Votre micro. Par curiosité, juste savoir combien de personnes ont participé au Zoom de ce soir, de citoyens. Nous avons convoqué, vous dites pour la convocation à cette séance? Ce soir? Oui, tout à fait. On a convoqué les propriétés qui sont placées qui sont situées sur la zone concernée et les zones contiguës. Je vous dirais que on a fait une distribution à environ 800 portes, 700 quelques portes au courant de la semaine, il y a 2 semaines en fait, on a fait la distribution et voilà. Et combien sommes-nous ce soir? Je veux juste savoir combien nous sommes ce soir. Je vois à peu près 7 personnes. Pas plus que ça? Pas plus que ça.
OK, ben Mais c'est sûr que c'est les riverains qui risquent d'être plus concernés, mais moi, en allant prendre ma marche l'autre jour, j'ai quelqu'un qui m'a abordé que je connaissais pas, puis il m'a demandé si j'étais au courant du projet, puis il reste sur Loiret, puis il était très, très inquiet de ça, là, justement, le nombre de véhicules, comme parlait M. Dumont, puis tout ça. Ça fait que c'est certain que même sur Loiret, j'étais surprise qu'il ait reçu l'avis. Moi, je pensais que c'était juste les riverains, là, comme on dit, mais en tout cas, il avait reçu l'information, puis il se disait effectivement très, très concerné, mais peut-être qu'il va venir juste le 13 novembre aussi. Là. C'est certain que des fois, les gens aiment mieux en présentiel. exactement. En fait, c'est la raison pour laquelle on a décidé d'organiser les deux activités, pour joindre un plus grand nombre de citoyens. Et comme je vous dis, on a convoqué la zone concernée ainsi que les zones contiguës. Environ des 750 portes ont reçu l'avis porte à porte. Puis les gens concernés, c'est les riverains, ça, c'est tout ça que vous appelez les gens Oui, concernés? exact, ils sont aux alentours, effectivement, du terrain. Mhm. Ça fait plaisir. Alors, s'il n'y a plus de questions, Madame Boucher, je vous céderai la parole pour le mot de la fin. Oui. Mais en fait, merci beaucoup de votre présence. Je comprends que c'est un gros projet, là. C'est un gros changement par rapport à ce qui est actuellement. Euh, je sais que c'est pas facile. On a un contexte actuel. Je pense que M. Pelletier le nommait, là. On a un grand besoin de logement à Québec, beaucoup dans Charlebourg aussi. On est à 0,6 au niveau du taux d'inoccupation. Donc, les façons qu'on a de pouvoir densifier sont des outils pour pouvoir justement accueillir davantage de personnes dans notre secteur. Puis davantage, des fois, c'est des gens de notre secteur déjà, des familles qui se séparent, qui ont besoin de deux maisons pour une, des enfants qui vieillissent, qui restent à Charlebourg, qui veulent rester à Charlebourg, des gens âgés qui veulent quitter leur maison, qui veulent s'en aller dans plus petit un peu. Donc, c'est tout ça aussi là, qu'il faut qu'on soit capable de répondre pour les citoyens du secteur. Donc, quand on a des projets de densification sur des artères où on est conforme au, au niveau de la densité, au niveau de la densité, au niveau des hauteurs, déjà là, on trouve que c'est des projets qui sont quand même intéressants à la base. Donc, c'est certain quand on arrive avec un projet comme celui-ci, je vous cacherai pas que moi, je le trouve intéressant à la base comme projet parce qu'on est dans le respect des normes actuelles au niveau de la hauteur. Quand on arrive avec des projets où que là, on vient faire un gros changement par rapport à la hauteur, on en a quelques-uns dans le secteur de ce qu'on n'est pas habitué et que là, on est obligé de changer les normes au niveau de l'urbanisme. Là, ça devient un petit peu plus compliqué, plus difficile. Je sais quand c'est dans notre cours, c'est aussi pas simple, là. Je peux comprendre quand c'est dans notre propre cours. C'est pas ma cour. Enfin, je suis capable de me mettre à votre place aussi, là, d'imaginer ce que ça peut être. Par contre, faut qu'on nous, on ait ce regard-là. Fait que aujourd'hui, c'était une première présentation. Je pense que tout le monde a entendu un peu les préoccupations aussi. Le 13 novembre, il y aura la consultation avec la demande de, là, je cherche mes mots, là, Ernesto, La demande d'opinion. j'allais dire demande d'avis, demande d'opinion. Donc, il y aura la demande d'opinion officielle. Par la suite, les élus, on va se rassembler on va avoir un plénier où on va regarder, une fois qu'on va avoir reçu tous les commentaires, là, on va regarder un peu qu'est-ce qu'il y en est pour pouvoir prendre notre décision. Donc, c'est un peu la séquence de ce qui s'en vient, pour le mois d'ici au, je pense, 11 décembre. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. Je ne sais pas si vous entendez chapper à côté de moi, je suis désolée. Merci beaucoup, Madame Boucher. Avec cette participation, on met fin à cette séance. On vous invite à visiter la page web du projet pour se tenir informé des étapes à suivre. Merci encore une fois pour votre patience, pour votre temps. On vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Merci.